La mer façonne les destins des plus faibles. En Inde, elle offre aux Malayalis de quoi s'extraire d'une vie de misère. Au Timor, la mer émancipe les femmes qui, en devenant plongeuses, ont gagné le respect des hommes. Enfin, en Indonésie, au large de Sumatra, elle apporte aux Badjo la liberté de vivre en toute indépendance. Pour les Malayalis, installés sur la côte sud de l'Inde, il n'existe aucune frontière entre la terre et la mer. À l'ouest, l'océan Indien. À l'est, des lagunes et des lacs. Un paysage où eau douce et eau salée se mêlent au gré des courants et des marées, et où l'existence de chacun est liée à un bateau. Celui qui permet de pêcher, de transporter bétail et marchandises, de montrer sa force et sa bravoure. En mer, on attrape toujours de gros poissons, mais c'est très dangereux. Pour te dire la vérité, l'océan me fait peur. Je préfère pêcher dans la lagune. C'est plus difficile d'attraper les poissons, mais c'est là-bas que je suis né et je connais les meilleurs endroits. Il faut y aller. Il nous faut au moins 3 heures avant d'arriver chez moi. Jinoy vit dans les backwaters, une mosaïque de lagunes et de lacs naturels qui s'étend sur près de 1800 km du nord au sud du Kerala, protégé de l'océan par un cordon de dunes. Pour se déplacer à l'intérieur de ces terres, situées sous le niveau de la mer, les Malayalis empruntent un vaste réseau de canaux naturels ou creusés par l'homme. Dans cette région entourée d'eau, on ne pourrait pas vivre sans bateau. Cette pirogue nous permet de tout faire. Pêcher, transporter des gens ou même notre poisson quand nous devons aller le vendre au marché. C'est grâce à elle si nous pouvons gagner notre vie. Les Ketuvalam font partie de notre monde depuis que l'eau nous entoure. Au fil des siècles, les Malayalis ont aménagé les backwaters. Grâce à un réseau de canaux et de digues, ils ont asséché des milliers d'hectares de terre situés sous le niveau de la mer. Sur ces parcelles, ils cultivent du riz et installent leurs habitations sur des îlots surélevés pour se protéger des crues en période de mousson. Voici ma maison. Tu vois toute cette eau qui entoure ma maison? Ce sont mes rizières. J'en possède 2000 mètres carrés. Autrefois, c'est mon père qui s'en occupait. Aujourd'hui, il me les a donnés et j'ai construit ma maison au milieu. Je suis pêcheur, mais dans les backwaters, nous vivons aussi grâce à l'agriculture. C'est comme ça que nous vivons. Allez, viens, on va traverser. Fais attention, le radeau n'est pas très stable. Sur ce minuscule monticule à fleur d'eau, Jinoy a bâti lui-même sa maison. Il vit là avec une dizaine de personnes qui habitent sur ce bout de terre d'à peine 40 mètres carrés. C'est un poukalam. Nous faisons ce tapis de fleurs pour Oman. C'est la fête des moissons et elle a lieu dans 3 jours. C'est la tradition. Onam, le festival des moissons, est très populaire. Chaque année, toutes les communautés y participent. Musulmans, hindous et chrétiens se retrouvent pour célébrer Onam et faire la fête. C'est une fête très ancienne. Elle est liée à une légende et commémore la visite spirituelle de Mahabali, l'ancien roi du Kerala. Jinoy et sa famille sont chrétiens, mais comme tous les Malayalis, ils célèbrent le roi Mahabali qui veille à leur bonheur et à leur prospérité.
Ce bateau que je fais construire, c'est mon premier bateau. Depuis toujours, mes frères et moi louons des bateaux pour nos activités. Depuis 10 ans. Et il m'a fallu économiser 650 € pendant tout ce temps-là. Une vie entière de travail. Mais c'est ça la vie de pêcheur ici. Voilà le bateau. Subhash, tu auras terminé quand? J'aurai bientôt terminé. Je dois encore finir d'ajuster le plancher et graisser la coque avec une pâte de charbon et de l'huile de poisson. Ça, c'est une corde tressée à partir de fibres de noix de coco. C'est très solide. Pour la ligature, c'est parfait. C'est comme un joint. C'est du bois de jacquier sauvage. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais parfois, on utilise aussi du bois de laurel d'Inde. Le jacquier, c'est le plus résistant. Sans clou ni vis, les charpentiers malayalis assemblent des bateaux dont la coque est cousue à l'aide de fibres de coco et de racines. Une technique millénaire dont les plus anciens exemples remontent à l'Antiquité. Les ketuvalam sont conçus pour naviguer sur les canaux des backwaters. Les modèles les plus grands peuvent atteindre 30 mètres de long. Aujourd'hui, les bateaux cousus sont peu à peu remplacés par des coques en fibre plastique. Mais les ketuvalam restent un élément central de la culture et de l'histoire des Malayalis. Jinoy me conduit au bord de la rivière Pampa. C'est là que se déroule le dernier entraînement avant la course des bateaux serpents. Ces entraînements, c'est capital pour gagner la course. Tous les villages y participent et possèdent leur propre bateau. Il y a différentes catégories. Les Chundan sont les plus grands. Ils embarquent jusqu'à 100 rameurs. C'est la catégorie la plus prestigieuse. Regarde, mon fils Satish est peut-être sur celui-là. La course des bateaux serpents rappelle le passé guerrier des Malayalis. Au XVIe siècle, les conflits entre les rois du Kerala se réglaient sur l'eau. Des milliers de guerriers luttaient à mort à bord de ces navires dans les canaux des backwaters. Aujourd'hui, même si la lutte n'est plus sanguinaire, le prestige et la renommée des villages sont toujours en jeu. Le Chundan mesure jusqu'à 50 mètres de long et embarque 110 personnes, dont 90 rameurs. Les plus forts sont toujours placés à l'avant. Debout, au milieu, ce sont les timoniers, ils donnent la cadence. Et à l'arrière, les barreurs. Il y a encore 10 ans, je participais à ces courses de bateaux. Mais maintenant, je suis trop vieux, je ne peux plus. Alors je viens soutenir mon fils. Je viens assister à tous ces entraînements. C'est important et ça le motive pour gagner demain. Tiens, je crois que c'est son bateau là-bas. Allez, il faut y aller là. C'est impressionnant, mais c'est comme ça à chaque fois, et il n'y a aucun danger. Ça ne se retourne pas. Si tout le monde pague en rythme de chaque côté, le bateau reste stable, et malgré l'eau à bord, il ne chavire pas. De retour chez Jinoy, nous partageons un repas fait de poissons, de riz et de légumes. Tout ce que nous mangeons a été cultivé ou pêché par les membres de la famille. L'argent est rare, mais ici,
chacun peut manger à sa faim. Salut tout le monde! Ce matin, nous partons pêcher dans la lagune avec Jinoy, son fils et 2 de ses cousins. La pêche, comme les travaux agricoles, se fait toujours en famille. Nous nous rendons à quelques kilomètres de là, dans les marécages. Chaque village a sa zone de pêche. Et les pêcheurs gardent jalousement secrets les lieux les plus poissonneux. Tous les canaux ici sont alimentés par de l'eau douce. C'est parce qu'au niveau de l'estuaire, le sable forme une barrière naturelle entre la mer et la lagune. Donc, l'eau des backwaters ne se mélange pas avec celle de la mer. Et comme c'est de l'eau douce, il y a aussi beaucoup de végétation. C'est ça qui attire les poissons, sauf pendant la saison des moussons, car c'est la période où les poissons se reproduisent. Dans ces moments-là, on pêche peu, et de façon sélective, pour laisser aux poissons le temps de grandir. Tu vois la végétation là-bas? C'est là qu'il y a beaucoup de poissons. Pour pêcher ici, on pratique une technique que les anciens nous ont appris. On appelle ça l'odukuvala, ça veut dire filet de rangement. En fait, on encercle la zone avec le filet, puis on le fixe sous l'eau. Comme ça, les poissons sont pris au piège, et nous, on peut retirer la végétation pour aller les chercher. Mets-le plus en arrière. Ça y est, le filet est bien placé. On va le fixer d'un bout à l'autre sur la rive. Rabat bien le filet. C'est bon. Il est fixé. L'odakuvala se pratique à la fin des moussons, lorsque la lagune est recouverte par la végétation. Les poissons trouvent refuge dans les plantes aquatiques. Il faut les capturer à la main, un par un. Une technique de pêche difficile et physique. On a déjà pas mal de choses. Quand on aura fini de ranger notre filet, il y en aura beaucoup plus. Jinoy est heureux. La pêche a été bonne. Les poissons sont soigneusement triés. Les plus belles prises seront vendues au marché. Le reste servira au repas de la famille. Au petit matin, nous nous rendons à Changanassery, à une vingtaine de kilomètres de chez Jinoy. C'est dans cette ville que se tient le plus grand marché aux poissons. Les acheteurs affluent de toutes les grandes villes du Kerala. Attention, attention! Allez, on y est presque. Laissez passer, s'il vous plaît. Poussez-vous. Rajesh, tu m'avais dit quel prix pour ce type de poisson? 4 €. Ok, je suis d'accord. Et pour cela, c'est combien? 60 centimes. 60 centimes. L'homme qui compte les billets, c'est le directeur des ventes. C'est lui qui fixe le prix général du poisson. Comme les prix sont fixes, les pêcheurs ne se font pas concurrence. Cela permet de garantir un bon prix à tout le monde. Ici! Venez vite! Tu veux ce poisson? Tu veux celui-là? Tu veux lequel? Allez! Tu veux celui-là? Les bruits du marché sont soudain recouverts par le son strident des sifflets. Plus loin, sur la rivière, les timoniers martèlent la cadence suivie par le bruit des rames heurtant les plabords.
La course des bateaux serpents a déjà commencé, soulevant avec elle la ferveur du public. Dans quelques instants, Satish s'élancera au son du Vinkipatu, le cantique des bateliers. La compétition oppose deux bateaux de taille similaire qui tentent de faire la différence en s'appuyant sur la cohésion d'un équipage parfaitement synchronisé. Pour arriver à ce niveau de précision des gestes, il faut des centaines d'heures de travail. Chaque épreuve est l'occasion de confronter la puissance d'un équipage soudé par la volonté de gagner. Malgré ses efforts, Satish n'a pas remporté la course. Mais qu'importe, l'année prochaine, comme depuis 400 ans, les bateaux serpents s'élanceront et une nouvelle occasion de gagner lui sera offerte. Ne jamais renoncer, persévérer, des vertus que Jinoy s'impose à lui-même. Son rêve s'est enfin réalisé. Son Ketuvalam est prêt. Je ne sais pas quoi dire, mais que mon bateau soit enfin fini, c'est comme un rêve qui devient réalité. C'est un vrai accomplissement dans ma vie. Je suis vraiment heureux. Avant de prendre possession de son bateau, Jinoy doit remercier les dieux et demander leur protection. Une fois le rituel terminé, nous l'accompagnons pour la mise à l'eau de l'embarcation. Pour les habitants du Kerala, la naissance d'un nouveau bateau est toujours un événement. Posséder son propre bateau est pour Jinoy et sa famille bien plus qu'un rêve. C'est une liberté. Celle de pouvoir vivre sur la lagune, de faire partie de ce peuple qui fait le lien entre la terre et la mer. Si la mer, souvent violente et orageuse du Kerala, effraie les hommes au point de les inviter à se replier dans les lagunes, à quelques milliers de kilomètres de là, sur les côtes du Timor, l'océan a offert à une communauté de femmes l'occasion de se faire une place respectée dans une société traditionnellement dominée par les hommes. Pendant longtemps, les habitants de l'île d'Atauro ont vécu d'élevage et d'agriculture sur ces hauteurs, loin au-dessus du niveau de la mer. Mais un jour, les versants verdoyants se sont changés en terres arides. Une poignée de femmes a alors décidé de descendre vers la mer et de descendre au fond d'elle pour y puiser de nouvelles ressources. Les hommes, restés sur le rivage, les ont surnommés alors les Wawatatopu, les femmes poissons. Quand sous l'eau tu repères un poisson, approche-toi tout doucement, sans mouvement brusque. Tu dois être comme un poisson. Et essaye d'aller plus au fond. Comme nous. Angelita et Sarah ont à peine 20 ans. Elles se présentent comme meilleures amies, mais se considèrent comme des sœurs. Elles ont appris à plonger en même temps qu'à marcher et à parler.
Elles vivent le long d'un rivage bordé d'un lagon étroit et luxuriant. Pour les Wawatatopu, pas besoin de s'aventurer au-delà du récif, tant les eaux chaudes et peu profondes sont riches en poissons. Longue de 25 km par 9 km de large, Atauro est une île, elle-même au large du Nil. Aux confins de l'archipel indonésien, elle appartient au Timor oriental, le plus jeune pays d'Asie qui a lutté pendant près de 3 siècles pour son indépendance. D'abord contre le Portugal, puis l'Indonésie. Isolé sur le littoral ouest, le village d'Adara compte une centaine d'habitants sur les 8000 qui vivent sur l'île. Après plusieurs heures passées dans l'eau, les plongeuses se réchauffent vite autour des flammes et sur le sable déjà brûlant. Plonger, c'est toute notre vie. On plonge pour se nourrir. Pour nous, c'est vital. Nous faisons comme les anciennes nous ont appris. Tu sais, cet endroit est unique sur l'île. On l'appelle le Tarabundu. C'est un jardin sous la mer. Comme tu le vois ici, le récif est tout proche du rivage. Le lagon est étroit et nous apporte tout ce dont on a besoin. Les poissons, les poules, les coquillages. La mer est généreuse avec nous. On n'a qu'à descendre un peu sous l'eau et se servir. Ce jardin sous la mer est aussi un jardin suspendu au-dessus d'une fosse océanique. Juste de l'autre côté du récif, le tombant descend à plusieurs kilomètres de profondeur, approvisionnant en continu le petit lagon avec plus de 300 espèces de poissons. Salut! Alors la pêche a été bonne? Très bonne, oui. C'est une bonne chose. Oui. Loïda est à l'intérieur. À Adara, seules les femmes se jettent à l'eau. Les hommes pêchent depuis les pirogues ou s'affairent sur la terre ferme. Ici, la famille structure la communauté. Et le produit de la pêche, comme toute autre richesse, sera partagé entre tous. Angelita vit sous le même toit que son frère Ezaquel et sa belle-sœur Loïda. Je suis contente. On va pouvoir faire une bonne vente au marché avec tout ça. Il faut juste attendre quelques jours que tout est séché. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Et celui-là, on le garde pour le dîner. Ici, c'est très isolé. On n'a pas l'électricité. Alors on fait tout sécher. C'est très important parce que c'est le seul moyen que nous avons pour conserver la nourriture. Il n'y a que comme ça qu'on peut le vendre au marché. On vend tout séché. Et voilà. Le poisson bien frais et bien grillé. On vit tous ensemble, frères et sœurs. On prend soin les uns des autres. C'est pour ma famille que je plonge et que je remonte le poisson tous les jours. C'est ma fierté. Chasser, c'est ce qu'on fait de mieux. Et c'est le seul moyen de gagner de l'argent et de faire vivre notre famille. Lorsque le matin se lève sur les allées du village, la marée est basse.
La pêche n'est pas possible. Alors l'activité des femmes se concentre autour de la culture de la terre. Il faut aller chercher de la nourriture pour les cochons. Il faut récupérer ces feuilles vertes, là. Ici, tout ce qui pousse, c'est quelques feuilles pour nourrir les cochons. Ça fait des années que tout est desséché. Il pleut de moins en moins. Et peu à peu, nous avons abandonné les jardins. La terre ne nous donne presque plus rien. Heureusement, il y a quelques années, les femmes se sont mises à plonger. Et grâce à elles, nous avons à manger. Ça marche très bien. Et c'est nous qui le fabriquons. On peut trouver du matériel moderne en ville. Mais ça coûte cher. À l'époque où les femmes Wawatatopu se sont rapprochées de la mer, pour y puiser les ressources nécessaires à leur survie, les grands-mères du village étaient de jeunes filles. Aujourd'hui, elles se souviennent de ce temps où elles étaient encore plongeuses. Nous, les femmes, avons commencé à plonger, car à l'époque, il n'y avait plus rien à manger. C'était très difficile. Les gens souffraient. Alors on s'est mis à plonger pour pouvoir se nourrir. Je fais partie des premières plongeuses. Et c'est nous qui avons appris à plonger à nos filles. Et maintenant, grâce à nous, elles ont la belle vie. Elles se baignent toute la journée. Nous, au début, on savait à peine nager. Mais il fallait y aller, on n'avait pas le choix. Notre survie était là, du côté de la mer. Grâce à nous, les femmes sont plus respectées qu'avant. Widia n'a pas encore 10 ans. C'est la plus jeune plongeuse d'Adara, la figure de la nouvelle génération. Widia, avant d'y aller, j'ai quelque chose pour toi. C'est un cadeau. Avec ça, tu vas bien plonger. Le masque en plastique offert à Widia est une exception. Les Wawatatopu utilisent les ressources qui les entourent pour fabriquer elles-mêmes leur matériel de pêche ou de plongée. Cependant, une fois par semaine, les femmes quittent hommes et enfants pour se rendre au village le plus proche. Il faut passer de l'autre côté de la montagne. Il y en a pour 3 heures de marche. Chaque samedi, aux premières lueurs du jour, les paniers chargés du poisson de la semaine, les femmes d'Adara entreprennent toujours la même odyssée. Comme tu vois, il n'y a pas de route pour aller jusqu'à notre village. On vit un peu tout seul, loin des autres villages. Ce n'était pas comme ça avant.
Ma grand-mère m'a dit qu'avant, les gens vivaient dans les terres. Ils étaient bergers. Mais comme tu sais, tout s'est asséché. Et nos familles ont été obligées de descendre vers la mer, de ce côté-ci de la montagne. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés loin de tout. Jesus, a tudo dalam aroma, a buka tulungi, mahusi, los nebe. Après 9 kilomètres de marche, nous arrivons enfin à Beloy. Son marché, le seul de l'île, s'anime déjà depuis plusieurs heures. Les habitants de tous les villages environnants s'y retrouvent pour vendre et acheter fruits et légumes, objets importés, ou, comme les Wawatotopu, vendre une partie de leur pêche. Allez, on s'installe là. Quelques branches trouvées sur place suffisent à monter l'étal. Allez, on se dépêche. Bonjour. Qu'est-ce qu'il te faut? Du poisson et un calamar. Ça fait $5. Au revoir. Merci, au revoir. Ici, c'est la terre de mes ancêtres. Mes sœurs et moi sommes heureuses ici. Et grâce à la mer, nous nous sentons libres. Après avoir vendu tout le poisson, les femmes rebroussent chemin avant la nuit. Les quelques dollars gagnés vont leur permettre d'acheter un peu de nourriture complémentaire, afin de diversifier leur alimentation. Ce voyage représente beaucoup d'efforts pour un maigre gain, mais qu'importe. Les Wawatotopu sont attachés à leur mode de vie. Regarde comme la mer est belle vue d'ici. À Adara, j'ai rencontré un clan de femmes unies par et pour la mer. Des générations de femmes qui ont trouvé leur refuge et leur salut, à quelques mètres sous la surface de l'océan, afin d'écrire l'avenir de leur communauté en racontant leur propre histoire. En remontant vers le nord, je suis parti à la rencontre d'un peuple en symbiose avec la mer. Longtemps nomades, les Bajau se sont sédentarisés le long des côtes d'Indonésie, de Malaisie et des Philippines. Ils seraient près de 500 000 à vivre au plus proche de l'océan, sur des maisons en pilotis, délaissant leurs lepas, leurs bateaux-maisons. Regroupés dans de petits villages posés sur l'estran, les Bajau, même s'ils ne sont plus nomades, continuent de lier leur destin à l'océan, qui les nourrit et qui les protège, en leur apportant les ressources nécessaires à cette vie en équilibre sur l'eau qui les entoure. Laoda, accompagnée de son père Taodi et son fils Saodi, m'emmène dans leur village. Situé au sud-est de Sulawesi, au cœur de l'archipel de Wakatobi, Sampela a été créé dans les années 60 par le gouvernement indonésien pour sédentariser les familles Bajau, qui vivaient le long des côtes de cet archipel.
Aujourd'hui, à l'image de Laoda et de sa famille, ils sont près d'1 millier à s'être installés dans le village. Sampela, avec ses passerelles en bois, ses maisons à l'équilibre incertain, est typique de cet habitat dispersé, dont Laoda lui-même a du mal à évaluer le nombre. Je ne peux pas dire avec précision, mais je pense qu'il y a une bonne dizaine de villages sur pilotis juste dans cet archipel. À l'échelle de Sulawesi, cela représente quelques centaines de villages au moins. Cela fait des milliers de personnes qui appartiennent à la même communauté Bajo. On est tous des Bajo. Et on parle tous le Bajo. Situé à 1 kilomètre du rivage, dans une zone découverte à marée basse, le village de Sampela semble, à marée haute, tout simplement flotter sur la mer. Les maisons construites sur pilotis sont reliées les unes aux autres, facilitant les échanges entre les familles. Elles forment une cité lacustre, où on apprend à nager avant même de savoir marcher. Les enfants vont dans l'eau très jeunes, mais ils apprennent vraiment à nager autour de 10 ans. Ici, si tu ne sais pas nager, tu peux vite avoir des soucis. Sampela vit au rythme de la pêche, seul moyen de subsistance des Bajo. Aux portes des maisons, ou à quelques encablures du village, c'est un balai incessant de pirogues qui lancent et remontent leurs filets. Laoda, lui, pratique la pêche en apnée, comme son père avant lui. Ils ne sont que quelques-uns à perpétuer cette pratique ancestrale. Les techniques se transmettent de génération en génération comme un secret jalousement gardé. Tu le poses dans l'eau. Tu le fais glisser comme cela. Et le poulpe croit que c'est un ami. Alors il s'approche et hop, tu le harponnes. Une crevette sauvage, c'est un bon appât. Avec ça, on peut attraper des crabes. Pour les Bajo, l'océan abrite toutes sortes de divinités. Ce sont elles qui décident si la pêche sera bonne ou mauvaise. Pour s'attirer leur bonne grâce, il faut s'adresser aux chamans, intercesseurs entre les hommes et les dieux. J'ai un service à te demander. Je voudrais qu'il fasse beau pour mon départ. Pour moi, le chaman, c'est important. Lui seul peut faire appel à Bojango pour que le beau temps se maintienne. S'il fait mauvais, on ne pêche pas assez de poissons pour gagner notre vie. Bojango est là pour nous secourir et empêcher qu'il nous arrive malheur. Mais si on ne tient pas les promesses qu'on lui fait, alors il peut se retourner contre nous.
C'est une habitude pour moi d'aller faire une offrande à Bojanggo, car je crois aux esprits de la mer. Ce sont eux qui veillent sur nous, qui nous empêchent d'être malades, qui nous soignent quand on a mal quelque part ou à la tête. Pour tout cela, je vais voir Bojanggo. Être Bajo, c'est être un homme de la mer. Je ne peux pas vivre sans elle ou loin d'elle. C'est différent des hommes qui vivent à terre. Eux, ils ne sont pas comme nous. Ils ne travaillent pas sur la mer, n'ont pas la même relation avec l'océan. Avec ce fusil, tu peux tirer sur toutes sortes de poissons. Mais surtout, des espèces de poissons qui vivent dans les coraux. Ils sont difficiles à attraper avec des filets. En plongeant, j'ai la possibilité d'aller là où les pêcheurs classiques ne vont pas. C'est un avantage. Les Bajo vénèrent l'océan qui les nourrit et les protège. Un espace libre et partagé par tous, sans clôture, ni titre de propriété. Pour trouver sa nourriture, il suffit de plonger dans des zones riches en poissons, souvent à proximité de la barrière de corail qui entoure l'archipel. Les eaux turquoises recèlent une myriade de poissons multicolores. Près de 3500 espèces viennent trouver refuge dans ces eaux chaudes et peu profondes. L'impact des pêcheurs Bajo sur leur environnement est limité. Ils ne pêchent que les poissons dont ils ont besoin pour survivre. Ils plongent en apnée, conformément à des techniques qui se transmettent de génération en génération. Elles permettent à certains membres de la communauté, comme Laoda, de descendre profondément pendant plusieurs minutes. En fait, il faut avoir le truc avec les jambes. Si tu veux bien descendre, tu dois faire des mouvements circulaires, pédaler et pousser sur tes jambes en même temps. En général, je plonge jusqu'à 22 mètres. Je peux rester jusqu'à 5 minutes sous l'eau, mais c'est difficile de garder sa respiration aussi longtemps. Dans la communauté, je suis considéré comme un bon pêcheur. Tous les Bajo ne sont pas capables de rester aussi longtemps sous l'eau. Mon père se débrouillait bien. J'espère qu'un jour, mon fils aussi sera un bon pêcheur. Enchaînant les plongées sous le regard de son fils et de son père, Laoda récolte le poisson nécessaire pour nourrir sa famille. À la fin de la journée, nous pouvons rentrer au village. Laoda navigue sans carte ni boussole. Il connaît chaque recoin de la côte, les formes allongées d'une crique, la forme d'un relief ou la couleur des fonds marins lui servent de repère. Parfois, il lui arrive de quitter le village pendant plusieurs jours, dans l'espoir de réaliser de bonnes pêches. Même s'il s'éloigne de son village, sa bonne connaissance des côtes lui permet toujours de retrouver le chemin de chez lui. Bon, c'est bien les garçons, c'est une bonne pêche. L'essentiel de la pêche du jour est partagé entre tous les membres de la famille et les amis. Le reste du poisson sera vendu au marché. Ce sont les femmes du village qui en ont la charge. Le marché se trouve sur la grande île, en face de Sampela. Pour les Bajo, c'est l'une des rares occasions de rencontrer ceux de la terre.
Pour la Oda, les deux populations entretiennent de bonnes relations. Mais pour les villageois, les Badjo sont toujours des nomades, des gitans des mers. Au marché, le poisson est vendu du bas vers le haut, des bateaux vers le ponton, ceux de la terre dominant ceux de la mer. Ce n'est pas un travail d'homme. Les hommes pêchent et nous, les femmes, nous vendons ce qu'ils ramènent. Heureusement d'ailleurs, car ils ne sont pas très doués avec l'argent. La gestion, c'est plutôt un truc de fille. Et puis avec l'argent de la vente des poissons, nous achetons le riz, les bananes, les noix de coco pour la cuisine. Même si les Badjo se déplacent encore pour pêcher, leur vie sédentaire a mis entre parenthèses leur liberté d'autrefois. Les maisons sur pilotis, comme des bateaux immobiles, leur permettent de maintenir le lien profond qui les unit à l'océan. Leur vie de nomade est aujourd'hui un lointain souvenir que seuls les anciens du village ont encore en mémoire. Autrefois, quand nous vivions sur les bateaux, la vie était beaucoup plus dure. Trouver de quoi manger n'avait rien d'évident. On suivait les poissons pour se nourrir, on savait où ils étaient, mais parfois on se trompait. Et du coup, on n'avait plus rien à manger. Aujourd'hui, c'est différent. Tu trouves toujours de quoi manger. Ce n'est plus une obsession que tu as dans la tête. Tu trouves du poisson partout, sur le marché, les voisins t'en donnent. Franchement, je ne souhaite à personne de revenir à cette époque. Aujourd'hui, la vie est bien meilleure. En devenant sédentaires, les Badjo ont amélioré leurs conditions de vie. Même les fortes pluies qui arrivent sans prévenir sont plus faciles à supporter dans des maisons fixes que sur des bateaux. Situé à quelques degrés au sud de l'équateur, Sampella vit au rythme des tempêtes et des orages, aussi soudains que violents. La pluie ici n'est pas une calamité, mais un moment de répit. Pour se protéger, les habitants se regroupent dans les maisons. Toutes les générations s'y retrouvent et profitent de ce moment de calme pour se détendre et échanger en famille. Les femmes s'occupent de la cuisine. Elles préparent le poisson pour tous les membres de la famille. Dans les maisons des Badjo, l'intimité n'existe pas vraiment. Tous vivent les uns avec les autres, dans un habitat qui bouge avec le vent et au plancher ouvert sur la mer. C'est aussi très pratique. On peut jeter directement les épluchures, les restes de poissons. On peut facilement nettoyer. Et puis pour nous, c'est une manière de ressentir la mer. La liberté est très importante pour nous. Même si nous habitons dans un village, nous nous sentons nomades, libres de tout quitter pour partir en mer. Nous sommes contents de vivre dans des maisons, mais demain, si nous devons quitter Sampella, ce ne sera pas un souci. C'est ça être Badjo, se sentir libre. Vivre avec les Badjo de Sampella a été pour moi l'occasion de découvrir un peuple avec qui je partage la même passion de la mer. Pour rester en lien avec elle, ils sont prêts à accepter tous les sacrifices. Je les comprends et j'admire leur volonté de construire leur avenir avec l'océan qui les entoure. De l'Inde au Timor, en passant par l'Indonésie, j'ai rencontré des peuples qui se battent pour une vie meilleure, en essayant de tirer parti de tout ce que la mer peut leur offrir. De ce voyage en Asie, je conserve l'image de ces femmes plongeuses, fières d'avoir renoué avec l'espérance. Du bonheur de Jinoy, qui après de longues années d'efforts, a réussi à avoir un bateau bien à lui. Et enfin, je garde en souvenir la noblesse des Badjo,
dont les maisons semblent voguer sur les flots.